Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Merci d'être avec nous en direct. Il est 18h30, presque tout pile, et nous sommes ensemble ce soir pour cette webconférence Bourse Live dédiée à Inventiva. Inventiva, c'est cette biotech introduite en bourse en 2017 et dont l'actif le plus avancé, l'anifibranor, est destiné à traiter la NASH. On va en parler, ne vous inquiétez pas, on va tout mettre au clair pour répondre justement à toutes vos questions ce soir sur l'état d'avancement des programmes cliniques, sur la stratégie, sur la trésorerie. Je suis en compagnie sur le plateau de Frédéric Crenn, PDG et cofondateur d'Inventiva. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Laurent. Bon, nous sommes ensemble pour 30-40 minutes. Bien sûr, ce moment d'échange est le vôtre. N'hésitez pas à poser vos questions en direct. On a déjà reçu au moment de l'inscription qu'on posera à Frédéric Crenn. Sans perdre plus de temps d'ailleurs, je vais me tourner vers vous Frédéric. Les fidèles du journal des biotech, on va faire un petit peu d'autopromo, un petit peu de pub, où les actionnaires d'Inventiva connaissent la société presque par cœur. C'est peut-être pas le cas de tous les gens qui nous regardent ce soir, qui auront envie de découvrir. Alors je vais vous demander, pour commencer, tout simplement de me dresser le portrait express d'Inventiva. Bon, très bien. Bon, merci pour cette intro. Donc Inventiva, on est une biotech française, on est basé à Dijon et on est connu pour nos travaux dans la maladie du foie, notamment la NASH. Donc le terme, c'est la stéatohépatie non alcoolique. Donc c'est connu comme la maladie du foie gras et c'est des patients qui vont développer une fibrose, mais qui n'est pas due à l'alcool, mais plutôt au style de vie, on y reviendra. Donc notre produit phare s'appelle l'anifibranor, il est en phase 3, donc c'est l'étude pivotale, c'est-à-dire la dernière étude avant la commercialisation, donc après des années de travaux et de développement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut parler de l'équipe. On a environ 120 personnes en France et aux États-Unis. D'accord. Une équipe d'environ 10-15 personnes maintenant aux États-Unis poursuivent notre étude clinique. On est créé depuis 10 ans. On a fêté nos 10 ans au mois d'août. On a cofondé la société avec Pierre Broca, notre directeur scientifique, et on est parti suite à l'acquisition du site de recherche et développement des laboratoires Fournier. Donc on a quand même parti avec une base solide, des gens qui savent développer, des gens qui savent amener des produits sur le marché. Comme vous le disiez, on est coté sur Euronext, mais également au Nasdaq depuis 2020. Double cotation, et on n'est pas nombreux malheureusement en France à avoir réussi à traverser l'Atlantique, mais c'est quand même un signe, comme l'est le fait qu'on fasse partie des tech leaders, de Euronext Tech Leaders, un peu une preuve de reconnaissance du travail réalisé, et puis surtout de l'actif qui est l'anifibranor. Voilà, donc biotech dijonnaise, et vous l'avez dit, cette double cotation sur Euronext et au Nasdaq. On va parler de la NASH forcément, là aussi connue pour les gens qui suivent Inventiva, et peut-être aussi d'ailleurs commence à être connu du grand public parce qu'on en parle de plus en plus, vous l'avez dit, avec cette maladie du foie gras qui tient un peu beaucoup aux habitudes alimentaires actuelles. Faites un peu le point pour nous, Frédéric. Alors la NASH, là je m'excuse pour les médecins qui nous écoutent, si on veut vulgariser. On va simplifier. Voilà, très simplifié. Bouchez-vous les oreilles 5 minutes. Donc maladie du foie gras, c'est un excès de graisse dans le foie. Ça conduit à une inflammation. Quand il y a une inflammation, il y a un début de mort cellulaire des cellules du foie. Et ce processus conduit à une espèce de processus de cicatrisation, donc un processus fibrotique. Et c'est cette fibrose qui conduit à la cirrhose. Alors le problème, c'est qu'on a une cirrhose. Là, on est vraiment à un stade ultime. Pour se soigner, il faut une transplantation du foie. Et si on ne fait rien, c'est la mort ou le développement du cancer du foie. Donc vraiment extrêmement grave. C'est également une maladie où il n'existe pas de traitement. Donc là, il faut vraiment trouver quelque chose parce que ça devient un problème de santé, bien évidemment. Un poids pour la sécurité sociale. Le marché est vraiment très large. On parle d'environ 6% et demi de la population active, adulte, qui a cette maladie. Mondiale, Mondiale. Les statistiques existent surtout pour les États-Unis, l'Europe, mais vu que c'est vraiment lié à un style de vie, obésité, diabète, il n'y a pas de raison de penser que la situation soit différente. Que des catégories de population aient pu être épargnées ou soit... Non, c'est vraiment, ça touche tout le monde. Les populations relativement jeunes, on commence à développer la NASH vers 40-50 ans. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire il faut vraiment la traiter quotidiennement et progressive. C'est-à-dire si on ne fait rien, on sait que le stade ultime,
et la cirrhose du foie. Et dans cette maladie, l'anifibranor est vraiment très bien positionné parce qu'on est dans quelques produits qui sont en phase 3, et on les compte sur les mains sur les doigts d'une main. Et on est vraiment avec des données cliniques qui ont été vraiment très solides, saluées vraiment de façon internationale. C'est ce qui nous a permis d'aller au Nasdaq. Oui. Donc on est vraiment bien positionné dans cette maladie. Est-ce que justement on peut parler un petit peu plus de cet actif, l'anifibranor? On va rentrer peut-être un petit peu dans la technique inhibiteur de PPAR. On va expliquer peut-être un petit peu la science, c'est toujours intéressant de savoir. Et justement, comme vous l'avez déjà un petit peu évoqué, cranter son développement actuel et puis ce qui arrive dans les mois qui viennent. D'accord. Alors sans rentrer trop dans le détail de la science, en fait, si on regarde la maladie, c'est une maladie donc inflammatoire, il y a de la mort cellulaire et il y a de la fibrose, c'est un peu les trois composantes. Et puis en amont, il y a tout ce qui est la maladie métabolique, le diabète, l'obésité. Donc on regarde tous ces paramètres, l'anifibranor a l'avantage de traiter l'ensemble de ces paramètres. Donc on a un produit qui réduit l'inflammation, un produit, on a démontré, qui réduit la mort cellulaire et puis surtout qui a un effet directement sur la fibrose. Donc un produit qui réduit la création de fibrose. Et ça, on l'a démontré dans l'étude de phase 2B. On a bien évidemment, je l'ai dit, une étude de phase 3 qui est en cours. Donc, qu'est-ce qu'est une étude de phase 3? C'est vraiment une étude très large, 23 pays, 900 patients qui sont traités pendant 18 mois. Et c'est cette étude qui va, si elle est positive, bien évidemment, nous permettre de déposer une demande de mise sur le marché. Les résultats sont attendus pour le deuxième semestre 2025. D'accord. Et donc, une fois qu'on a les données, là, on prépare les dossiers et courant 2026, on demande la mise sur le marché. Ça, c'est vraiment l'étude phare, une étude très large. Je vous ai dit 23 pays. On a signé récemment un partenariat avec un grand groupe chinois qui s'appelle Sino-Biopharm. Donc, on espère... oui, c'est quand même un bel événement. Ouais. Mais là, on va rajouter un autre pays, un 24e pays dans cette étude. Et puis, en parallèle, on a deux autres études plus petites. L'une qui est dans des patients avec le diabète, le diabète, parce que ces patients sont une grande partie des patients avec la NASH. On a environ 40% des patients avec la NASH qui ont du diabète. Et en fait, on ne sait pas si est-ce qu'on a avant la NASH ou est-ce qu'on a avant le diabète. C'est un peu, on commence à voir ce débat. C'est la poule et l'œuf un petit peu. Voilà, exactement. Mais donc, on a cette étude, on veut démontrer qu'on a des propriétés antidiabétiques fortes. Et puis, on a une deuxième étude de combinaison avec un autre produit qui s'appelle l'empagliflozine, qui est un antidiabétique, encore une fois, qui est un produit qui a beaucoup de succès. Et on aura les résultats plutôt vers la fin de l'année pour cette deuxième étude. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'activités. Et vous le disiez, après, une fois qu'on a la NASH, c'est un traitement qu'il faut prendre quoi, quotidiennement, à vie, presque? Oui, tout à fait, parce que c'est une maladie progressive, donc il faut vraiment interrompre le passage vers le stade cirrhotique. Tant qu'on est en début de maladie, tant qu'on est à un stade early, peu avancé, de fibrose, on peut intervenir et arrêter la progression. Une fois qu'on est cirrhotique, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est ça qu'on vise, et c'est un marché très large. Donc il n'existe pas encore parce qu'il n'y a pas de produit approuvé, mais les analystes estiment entre 15 et 25 milliards de dollars la taille du marché. Donc vous voyez, c'est quand même énorme. Et c'est ce qui intéresse des biotech comme nous, mais surtout des grands de la pharma, parce qu'ils voient une opportunité soit de maintenir des franchises, soit de continuer à développer leur chiffre d'affaires. C'est facile de détecter ces patients pour les traiter? Alors, d'un point de vue réglementaire, c'est-à-dire les études cliniques, il faut faire une biopsie. Donc, c'est une procédure invasive, c'est compliqué. Mais dans la vie, on pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va faire de l'imagerie, donc type une échographie, couplée ou pas avec une prise de sang. Donc les deux vont vous donner une bonne idée, est-ce que mon patient a la NASH ou pas la NASH. J'imagine que plus la détection est précoce, là aussi, mieux c'est pour le patient. Mieux c'est pour le patient, bien évidemment. Oui, tout à fait. Il vaut mieux intervenir, comme dans toute maladie. Oui, c'est ça. Plus on intervient tôt, mieux ça vaut. Mieux ça vaut. On a aussi, on ne peut pas s'absoudre complètement du contexte qui a été chahuté sur les biotech. Là aussi, on l'a dit, il y a beaucoup de biotech qui ont rencontré des difficultés financières. On sait que 2023 serait crucial pour beaucoup d'entre elles. Comment se place Inventiva sur le point de la trésorerie, de la situation financière ?
Alors oui, vous avez raison, la situation de la biotech en général est compliquée. Le Covid, la guerre en Ukraine donc a vraiment chahuté les marchés. Nous, on n'est pas resté les mains dans les poches. Les bras croisés. Voilà, on a dû se creuser la tête. Je vous ai parlé du deal, de l'accord de partenariat avec Chinois. On va parler. Voilà, ça a été quand même 13 millions de dollars qui sont arrivés dans notre banque. On a mis en place aux États-Unis un outil qui s'appelle At the Market, qui est un outil vraiment que moi j'aime beaucoup parce que ça permet de vendre des actions au cours du marché, sans décote, et en sélectionnant son investisseur. Donc, quand on a un investisseur qui est, entre guillemets, reconnu, qui a plutôt des plans à long terme, qui peut nous accompagner, là on peut lui donner des actions. Si on pense plutôt que c'est quelqu'un qui veut faire un petit coup spéculatif, voilà, on a la main dessus. Trading, on a fait donc ces 15 millions, on en a fait plusieurs, et à chaque fois, c'était des investisseurs de qualité et qui, à ma connaissance, n'ont pas rebondi sur le marché. On a fait des PGE. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La Banque européenne, bien évidemment, j'allais oublier. Presque le plus important. Exactement, c'est 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est probablement dans la biotech l'accord le plus significatif. On a tiré 25 millions, il nous en reste encore 25 millions. Et c'est très intéressant. On l'a fait en plus à une époque où les taux d'intérêt étaient encore bas. Donc on paye environ 7% d'intérêt. À l'époque, on s'est dit quand même, c'est un peu élevé. Là, on se dit, on a plutôt eu de la chance. Oui, c'est ça. Surtout que tout ce qu'on doit payer, on va le payer après les résultats de la phase 3. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, donc beaucoup d'activités, ce qui fait qu'actuellement, on a 56 millions au mois de mars de trésorerie. Et on a donc une trésorerie qui couvre nos activités jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Donc, ce qui veut dire qu'on en regarde plein d'autres options pour continuer à financer l'étude et étendre le cash runway. Bon, voilà, des options de refinancement, bien sûr. Comme vous le dites, on ne reste pas les bras croisés quand on est patron de biotech. Justement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, il faut faire un point de détail sur ce partenariat avec Sino Biopharm. Déjà, peut-être question là aussi tout simple. Pourquoi le marché chinois? Pourquoi ce partenaire spécifique? Est-ce que là aussi, c'était le bon partenaire pour le bon marché au bon moment? Alors pourquoi un partenaire et pourquoi la Chine? Alors la Chine est le deuxième marché mondial pharmaceutique, juste derrière les États-Unis, donc il faut y être. Pour la NASH également, c'est un marché très large et la prévalence est à peu près, c'est contre-intuitif, c'est pratiquement la même qu'aux États-Unis. D'accord. Au fait, il y a une classe moyenne qui se développe. On aurait pu se dire, oui, en Chine, on mange peut-être moins de produits gras, sucrés ou autres. Et au fait, non, il y a une classe moyenne qui se développe et qui essaye d'avoir des habitudes comme dans les pays occidentaux. Donc, ils développent des maladies. Voire des mauvaises habitudes comme dans les pays occidentaux. Et donc, pour 2035, on estime environ 48 millions de Chinois qui pourraient avoir la NASH. D'accord. Voilà. Donc, le marché. C'est un marché stratégique quand je vous écoute. Exactement, stratégique. Deuxièmement, c'est un marché où il faut faire des études locales. On ne peut pas arriver avec les études réalisées aux États-Unis ou en Europe et avoir une mise sur le marché. Il faut, et ça s'explique parce que le métabolisme des patients chinois peut être différent. Donc, il faut inclure des patients chinois dans les études pour être admis en Europe. Donc, en Chine. Une fois qu'on a dit ça, nous, on n'a pas les reins assez solides pour aller, pour être présent localement et en plus pour discuter disons, efficacement avec les autorités locales. Exactement, vaut mieux être chinois. Et donc, on a fait une recherche vraiment très large et on a fait cet accord avec Sino Biopharm, CTTQ. Et je pense que c'est le bon partenaire parce que ils sont implantés localement, ils connaissent très bien le marché. On est leur produit phare dans la NASH, ils n'en ont pas d'autres, donc ils veulent vraiment le développer. On a une molécule orale, donc il y a tout le cocktail est là pour y arriver. Comme je vous le disais, on a reçu 13 millions. Récemment, on a reçu encore un autre milestone parce qu'ils ont obtenu l'autorisation pour commencer les études. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, financièrement, mais aussi opérationnellement, parce qu'ils vont pouvoir intégrer notre étude globale. Je vous disais avant, on va rajouter un 24e pays. Et donc, ils vont recruter des patients pour notre étude globale et
un peu la bonne nouvelle supplémentaire, c'est que tous ces patients seront financés par notre partenaire et donc pas par nous, quoi. Donc ça ne va pas impacter nos finances. Il y a des résultats aussi à attendre, des publications sur lesquelles vous commenterez, ou j'imagine que ça, c'est à la main de Sinobiofarm qui va, lui, mener les études de son côté en Chine, en fait. Alors non, l'étude, c'est notre étude. D'accord. C'est l'étude globale, c'est nous qui la gérons. Et eux vont contribuer à cette étude. Voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des personnes sur le terrain, ils vont aller voir les centres hospitaliers, ils vont s'assurer que l'étude se fasse bien, mais nous, on est responsable de la qualité, c'est notre CRO global qui gère tout ça, parce qu'il faut que ça ait les mêmes standards de qualité, que ça soit... C'est la même étude. Pour les autorités réglementaires, c'est une étude avec des centres en Chine. Donc quand je vous écoute aujourd'hui, finalement, vos deux axes, en tout cas les deux priorités, c'est à la fois le financement et puis finalement le recrutement des patients pour cette étude de phase 3. Exactement, c'est une étude très large, c'est 900 patients, ensuite qui vont être traités pendant 18 mois. On vise de terminer le recrutement pour la fin de l'année. Et c'est une fois que le recrutement est terminé qu'on sait qu'on aura les résultats 18 mois plus tard. D'accord. Et puis bien évidemment, pour cette étude, il faut des finances. Et donc, je passe, pas 80%, mais pas loin de mon temps, à parler à des investisseurs, à présenter la société. Et de plus en plus aux États-Unis, parce que c'est là où il y a les investisseurs le plus grand nombre d'investisseurs qui connaissent bien la biotech. Il y a quelques grands noms en Europe qui nous suivent. Un marché plus profond et puis des investisseurs plus qualifiés, il faut le dire, souvent. Exactement, tout à fait. On a reçu des questions au moment de l'inscription qu'on va poser. À commencer par la première, Inventiva peut-elle compter sur d'autres candidats médicaments que l'anifibranor ? Alors, bien sûr, oui, bien sûr. Nous, on a, donc, je vous disais, on est une équipe d'environ 110 personnes. On a 40 à 50 chercheurs qui travaillent à la paillasse, donc qui développent, j'espère, nos futurs lanifibranor, donc des nouvelles molécules, plus dans le domaine de l'oncologie. On a un produit qui nous semble très intéressant. On espère qu'on va pouvoir avoir un candidat clinique l'année prochaine. C'est inversant. Et puis, il ne faut pas oublier, on a un produit en phase 2A dans une maladie rare qui s'appelle la mucopolysaccharidose. Le produit s'appelle Odiparcil. Je crois qu'on en avait déjà parlé, effectivement. On en avait parlé. C'est un produit où on a pris la décision stratégique de ne pas le développer nous-mêmes, mais on pense qu'il a les caractéristiques, le potentiel d'intéresser un partenaire éventuel. Et donc, on regarde ce qu'on peut faire pour Odiparcil, pour nous, mais surtout pour les patients, parce qu'il y a vraiment un besoin très très fort dans cette maladie. Et Odiparcil, je pense, a le potentiel d'aider ces patients. C'est une carte à jouer, oui. Une question aussi intéressante sur quelle est votre stratégie commerciale aux États-Unis et en Europe. Quand on vous écoute, Frédéric, on voit que ce sont, avec la Chine, puisque c'est le deuxième marché, mais est-ce que vous allez aborder, si tout se passe bien, et c'est tout ce qu'on vous souhaite, ces marchés de façon relativement similaire, ou est-ce qu'il y a vraiment des originalités à faire jouer, si je puis dire? Non, je ne pense pas. Je pense que la NASH est un marché très large. On parlait de 15 à 25 milliards. Donc on voit que c'est énorme. Mais pour développer un produit comme l'anifibranor, qui a donc ce potentiel de blockbuster, donc d'avoir des ventes supérieures à 1 milliard, il faut une force commerciale, une force marketing, une expérience commerciale que nous, on n'a pas. Et donc l'idée, l'objectif, c'est de trouver un partenaire, une grande pharma, soit avant, plus probablement après les résultats de phase 3, qui va assurer ce travail de commercialisation. Voilà. En fait. Et nous, typiquement, donc on va recevoir des redevances, des milestones, un pourcentage des ventes, donc c'est assez classique dans le monde de la pharma. Question également sur justement ce paysage concurrentiel. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il n'y a pas de traitement dans la NASH, mais il y a d'autres sociétés qu'Inventiva qui cherchent où est-ce qu'on en est. Il y a eu aussi, il faut le dire, son lot de déceptions avec des candidats médicaments qui ont connu des échecs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ce paysage concurrentiel? Alors, c'est un marché très large, donc il y a beaucoup d'intérêts. De grandes pharma, de biotech. Donc, quand on regarde les produits les plus avancés, ceux qui sont en phase 3, on n'est vraiment pas nombreux. Il y a quelques biotech américaines, il y a une large pharma et il y a nous. Quand moi, je regarde des résultats, mais même globalement, les analystes, quand ils regardent les résultats, ils disent vraiment l'anifibranor a vraiment des résultats très solides, très bien positionnés. Donc, je pense qu'on a une bonne chance d'arriver au bout. Voilà. Et que le marché, le profil d'anifibranor est suffisamment, le marché est suffisamment large et notre profil est suffisamment bon pour qu'on ait un produit qui soit commercialement un succès. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. Après, sans rentrer trop dans le détail, il n'existe pas un patient de la NASH. Chacun a son profil, chacun aura
répondra mieux à un produit plutôt qu'à un autre. Ouais. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, à un moment, quand elle s'est lancée, Inventiva n'était peut-être pas la plus en avance, mais que les cartes ont été un petit peu rebattues sur l'état d'avancement. Oui, tout à fait. Il y a eu, malheureusement pour les patients et globalement pour la NASH, il y a eu des sociétés qui ont dû s'arrêter. Et donc oui, effectivement, on était plutôt en deuxième vague. Et la deuxième vague, elle est plutôt maintenant, on est dans la première vague. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que devant nous, il y a Madrigal, il y a Novo avec semaglutide, et puis il y a nous. Donc on est dans le trio de tête. Alors justement, pour un marché de 25 milliards, donc c'est... Il y a de la place. Il y a de la place. Et on comprend quand on vous écoute que effectivement un ou voire 2, 3 traitements sur le marché, c'est peut-être mieux qu'un seul finalement. Ça peut aussi c'est contre-intuitif. sensibiliser sur l'intérêt d'avoir des solutions thérapeutiques. Hein. C'est contre-intuitif, mais le succès des autres fait notre bonheur. Ouais. Donc on est très content que Madrigal ait eu des résultats positifs, puisque ils vont ouvrir le marché, ils vont éduquer les médecins, et donc si par nous on arrive par derrière avec un profil d'un produit qui, on le pense, est supérieur, on va arriver chez des médecins éduqués, chez des patients qui sont prêts à changer. Donc c'est vraiment des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, justement, si on fait un point sur Madrigal, j'imagine que vous avez lu avec attention les résultats qui ont été publiés, qui étaient plutôt bons, voilà, sans avoir une lecture outrageusement critique de leurs résultats. Comment vous l'évaluez par rapport à l'anifibranor ? Ce que je disais, c'est que c'est des résultats qui étaient positifs, qui ont été salués. Ouais. Si on regarde maintenant le cours de bourse où la capitalisation de Madrigal, il valent environ 6 milliards de dollars. Donc je crois qu'ils ont bondi de plus de 200% en un jour. Donc ça a été vraiment salué. Maintenant qu'on les compare à l'anifibranor, je pense qu'au niveau de la fibrose notamment, on a un effet qui est supérieur. Dans la résolution de la NASH, on a des résultats là aussi, je pense, tout à fait compétitifs, voire supérieurs. Et puis on a, je le mentionnais avant, cette particularité d'améliorer la résistance à l'insuline que le produit de Madrigal n'a pas. Oui. Et donc un produit peut-être plus adapté pour les patients avec diabète et la NASH. Et on l'a vu, ils sont une part importante. Oui, environ 40%. 40%, donc important. Alain nous demande, en fait, que va-t-il se passer concrètement après la fin de votre étude de phase 3 dans la NASH commercialisation ? C'est peut-être pas aussi rapide que ça. Hein. Oui, alors qu'est-ce qui se passe alors ? C'est vrai, parce que voilà, les résultats tombent, ils sont bons, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Bon, on fait la fête, déjà. On profite, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on y travaille. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on doit déposer un dossier auprès des demande d'AMM. Hein. Demande d'AMM, donc c'est des camions de documents. Ouais. Et on est déjà en train de les préparer. En réalité, on est en train de préparer. On préparait le nom de marque, le nom de commercialisation. On est en train de préparer tout le dossier de production. Donc, on est en train de choisir qui va produire les futurs comprimés. Donc, tout ça se prépare en avance. Une fois qu'on a les données, il faut compléter le dossier d'AMM et puis on le dépose. Et ça prend aux États-Unis, ça prend environ 6 mois, on espère. En Europe, c'est un peu plus sur les 12 mois. D'accord. Après, une fois qu'on a l'AMM, on va négocier le prix. Et puis après, on va commercialiser. Ouais. Voilà. Donc, ce qui rajoute, vous l'aviez dit, bon an, mal an, entre un résultat positif et un médicament sur le marché, aux États-Unis, 1 an à peu près ? Oui, entre 12 et 18 mois aux États-Unis et un peu plus en Europe. Ouais. Et un peu plus en Europe. Ben voilà, je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire, sauf si on me dit en régie qu'il y a d'autres questions qui sont tombées, qu'on me murmure à l'oreillette. Ah, on me dit qu'il y a d'autres questions qui vont tomber, donc on va attendre 5 minutes. On peut regarder... voilà, c'est magnifique. On a une question qui est tombée de Mireille. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre collaboration avec Ecosense annoncée la semaine dernière ? Ah oui. Alors, Ecosense, c'est une société française, donc c'est un plaisir de travailler avec eux, qui est leader dans tout ce qui est l'imagerie, donc l'imagerie du foie. Ils ont un outil qui s'appelle le FibroScan, qui est presque devenu l'outil de référence. Ouais. Donc un patient potentiel, on fait comme une échographie et on a une image du foie et qui donne des indications si ce patient est susceptible d'avoir la NASH ou pas. Et donc on a fait un partenariat pour la journée de la NASH où dans certaines communautés, certains hôpitaux, on met à disposition le FibroScan.
on met à disposition des personnes pour justement screener des patients, donc leur proposer un fibroscan gratuitement et leur dire, bon, écoutez, vous, ça va très très bien, il n'y a aucun souci. Vous, par contre, on vous recommande d'aller voir votre médecin, de faire quelques tests supplémentaires. Et donc, tu n'as pas une visée commerciale, mais c'est vraiment pour sensibiliser les patients potentiels sur la maladie, sur le risque qu'ils encourent s'ils ne font pas attention à leur santé. Ce qu'on peut dire quand même, Frédéric, et parce que je pense qu'on l'a abordé de façon un peu incidente, mais c'est important, on a longtemps dit que c'était compliqué de trouver les patients dans la nage parce qu'il fallait faire une biopsie. Ce qu'on voit quand même, c'est que les techniques, notamment d'imagerie médicale, vous l'avez dit, et également de biomarqueurs, sont peut-être en train de changer la donne sur cette détection des patients, et que ça aussi, c'est important pour justement trouver facilement les nouveaux patients. Tout à fait. Donc, d'un point de vue réglementaire, nos études cliniques, on doit faire une biopsie. Voilà. Vous, dans l'étude, vous êtes obligé de faire ça. Une biopsie. Donc, c'est très invasif. Donc, c'est même un peu risqué. Donc, on ne veut absolument pas faire ça au point de vue commercial. Donc, le commercial, il y a énormément d'outils qui se développent, dont le fibroscan, dont également des biomarqueurs, donc une prise de sang, et voir, en faisant cette prise de sang, avec ou sans un outil d'imagerie, de dire ce patient est à risque de développer la NASH à 80, 90 ou 100%. Et puis également des outils pour suivre l'évolution de la maladie. C'est-à-dire, ou du traitement. C'est-à-dire, est-ce que le traitement est efficace ou pas? Est-ce qu'il marche? Est-ce que, voilà. Exactement. Donc, on peut voir les résultats. Là, pareil, en termes d'imagerie médicale, ça peut permettre déjà de donner des indications sur l'efficacité du traitement. Il y a quand même, maintenant, avec un fibroscan, on a quand même des bonnes indications de savoir est-ce que le patient est à risque ou pas. Donc ça, c'est déjà très utile. Et nous, on a dans notre phase 3, je crois, plus de 80 biomarqueurs qui vont nous aider à suivre, à identifier le patient et à suivre l'évolution de la maladie. Donc est-ce que l'arrivée de tests de dépistage simple, c'est aussi quelque chose que vous surveillez, que vous regardez ou vous pensez déjà on ne le développe pas nous-mêmes. On a décidé, on n'est pas des spécialistes. C'est quand même un métier à part. On n'est pas des spécialistes, on ne veut pas le faire. Mais on a des collaborations avec Ecosens, avec d'autres, justement pour que quand l'ANI sera commercialisée, on ait ces batteries de tests, de biomarqueurs en place pour aider le médecin et également le patient, parce qu'on pense que le produit est efficace, mais peut-être il n'est pas suffisamment, ou il faut rajouter autre chose, et donc on ne peut le savoir que si on a ce genre de biomarqueurs en place. Et puis ce qu'on n'a pas dit, Frédéric, c'est que c'est une maladie qui peut longtemps être silencieuse aussi, c'est-à-dire qu'on peut finalement être malade et pas le savoir avant que ça se soit dégradé, des fois dans des proportions importantes. Exactement, oui, c'est pas vraiment silencieux. Quand on parle avec des patients, ils vous disent oui, effectivement, je suis fatigué, j'ai quand même une vie qui il y a des signes, mais ils n'arrivent pas à mettre forcément voilà. Exactement. Donc, mais bon, c'est silencieux dans le sens où on ne se réveille pas un matin avec des douleurs, un truc. On se réveille trop tard, effectivement, avec un foie qui est vraiment endommagé. Et donc, très important, effectivement, de développer, de dépister le plus tôt possible. Bon, ben voilà. Merci pour ces précisions, sauf si on me murmure qu'il y a encore des questions. C'est bon, merci beaucoup pour ces explications très concrètes sur les avancées d'Inventiva, sur la NASH, sur l'évolution également des traitements. Et puis, on retient les deux priorités, effectivement, avec cette priorité, ces résultats de phase 3 qui sont attendus au second semestre 2025. Merci beaucoup, Frédéric Crène. Merci, Laurent. Voilà, cette webconférence est terminée. Vous pourrez bien sûr la retrouver en replay très très vite sur le site de Boursorama. Et puis restez en ligne encore quelques instants avec nous, le temps de remplir un très court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir et à très bientôt.